Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Michel Savin, sénateur républicain de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Le grand débat national encore et toujours. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a bouleversé l'agenda présidentiel cette semaine. Le plan de communication qui avait été méticuleusement mis au point est lui aussi parti en fumée. La hausse des pensions de retraite, les ajustements fiscaux, les référendums locaux ne sont aujourd'hui que des rumeurs ou peut-être plutôt des ballons d'essai, histoire de tester les réactions de l'opinion. Ensemble, on va tester, nous, les avis de Michel Savin sur ces questions. Michel Savin, spécialiste des questions de sport au Palais du Luxembourg. Le sport dont on reparlera un peu plus tard, puisque vous venez de proposer 45 mesures pour le rendre plus accessible à tous. Vous êtes président du groupe d'études sur les pratiques sportives et les grands événements sportifs au Sénat. Mais évidemment, on débute par l'information de la semaine, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la vaste mobilisation qui s'en est immédiatement suivie pour sa sauvegarde, pour sa reconstruction. Une vaste collecte lancée et qui a récolté presque 1 milliard d'euros en quelques heures. Certains de ces dons ont suscité la polémique, 100 millions pour la famille Pinault, 200 millions pour la famille Arnault, 200 millions aussi pour la famille Bettencourt-Meyers de L'Oréal. Est-ce que ces mécènes sont vraiment des mécènes ou des chasseurs de défiscalisation ? Moi, je pense qu'il faut remercier ces trois familles, mais d'autres aussi, grandes fortunes et grandes entreprises qui ont répondu à l'appel du président de la République. Je rappelle quand même que le président de la République, dès le lundi soir, a appelé à une grande mobilisation de l'ensemble des Français. Les remercier parce qu'en plus, ça a été rappelé ces derniers jours que ces sommes ne seront pas défiscalisées. Donc, c'est bien des dons qui sont amenés par ces grandes fortunes. Donc, dans d'autres pays, on met en avant ceux qui amènent leur contribution financière à soutenir des grandes causes. Et je pense qu'il faut aussi aujourd'hui les remercier. Vous-même, vous avez été à l'origine d'une proposition pour tenter d'obtenir une réduction d'impôt de 90%. On rappelle qu'aujourd'hui, la déduction fiscale est de 60 à 66% selon les cas. Pourquoi cette proposition ? On a bien encadré notre proposition à hauteur de 90% de défiscalisation pour les personnes et foyers qui feraient un don à hauteur maximale de 1 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les familles à revenus moyens qui souhaitent apporter leur contribution dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame risquent de le faire au détriment d'autres causes. Et on sait que d'autres causes ont besoin aussi de soutien de nos concitoyens au niveau de la santé, au niveau du social, au niveau de la culture, du sport. Et une famille qui donne 300 euros par an sur une cause, je ne suis pas sûr, aujourd'hui on n'est pas certain qu'elle pourra le mettre le double. Dire 300 euros pour Notre-Dame et 300 euros pour notre cause. Donc, et vu la mobilisation des grandes fortunes, des grandes entreprises, déjà sur Notre-Dame, on s'est dit, à 90%, les Français à revenus moyens pourront participer à cette reconstruction, mais pourront surtout aussi continuer à soutenir d'autres causes. Donc ce serait une proposition sénatoriale qui serait présentée comment ? Quand est-ce qu'elle pourrait être étudiée ? Elle sera présentée, moi j'ai eu le collaborateur du ministre de la Culture qui nous a annoncé que l'essentiel de notre proposition de loi avait été reprise par le gouvernement, par le Premier ministre et le ministre de la Culture, parce que le ministre a annoncé qu'il mettait un plafond à 75%. Au lieu des 66, avec les 1 000 euros. Donc, c'est notre proposition qui a été reprise. Hormis un peu, du coup. Hormis entre 75 et 90. Donc, on aura un débat au Parlement par rapport à cette proposition du gouvernement. Et c'est lors de ce débat qu'on nous proposerons donc un amendement. Sur les dons des grandes fortunes françaises, vous avez vu la polémique, notamment entretenue par la France Insoumise et sa tête de liste aux Européennes, Manon Aubry, qui a dénoncé une course à l'échalote de l'entreprise qui donnerait le plus tout en revendiquant l'exonération d'impôts. Encore une fois, aujourd'hui, il y a un système qui existe au niveau du mécénat. Je pense que oui, il est peut-être intéressant qu'on s'y repenche dessus, qu'on retravaille sur les critères, sur les montants, sur les pourcentages. Mais pas au moment où la France, l'ensemble des Français a été fortement choqués par ce qui est arrivé à Paris dans la cathédrale Notre-Dame. Aujourd'hui, les Français sont tous mobilisés pour ce patrimoine historique, culturel, mais aussi cultuel. Donc, ce n'est pas le moment de la polémique. Moi, j'appelle tout le monde à garder raison, mais ça n'empêche pas qu'on doit ouvrir un débat. Je fais
qu'une petite parenthèse, vous avez rappelé tout à l'heure que je travaille sur les politiques du sport au niveau du Sénat. Le mécénat dans le sport, c'est à peine 2%. Donc on voit bien qu'il y a un travail à faire de communication, d'information, mais aussi d'explication sur le rôle et les avantages du mécénat pour les entreprises et les particuliers, mais aussi pour le monde associatif. Bon, toujours est-il que cet incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris a suscité un vif émoi, jusque chez nous, jusqu'à Grenoble. Écoutez. C'est très dur pour un diocèse de voir sa maison mère, on peut dire, partir en flammes et être inoccupable pendant des années. L'émotion que ça a créée en France et dans le monde entier nous donne un beau signe d'espérance, quelque part, avec ce désir de la reconstruire. Et derrière, on ne reconstruit pas simplement, ce ne sont pas simplement des pierres et une toiture qu'on va refaire. C'est quelque part, c'est un symbole que l'on reconstruit, c'est-à-dire c'est un symbole qui dit quelque chose de la France et qui dit quelque chose de la culture dans le monde entier aussi. Mais que se passe-t-il? C'est pas possible, on est en train de rêver. Et en fait, je me dis finalement, moi qui suis donc catholique, je me dis, mais finalement, est-ce qu'il n'y avait pas un signe où, à un moment où la France est vraiment regardée finalement un peu de l'étranger, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions. Et je me dis, mais finalement, tout d'un coup, au moment où un président devait prendre la parole justement un peu sur la situation actuelle, le temps s'est arrêté. Tout le monde a regardé ce spectacle un peu horrible de cette cathédrale et finalement, on s'est dit, mais c'est pas possible. Soyons fraternels, reconstruisons tout de suite. Je suis vraiment stupéfait de la rapidité de la propagation de cet incendie. Évidemment triste et à la fois, je pense que ce sera reconstruit avec une touche de modernité et en utilisant forcément les techniques contemporaines, ne serait-ce parce qu'on ne trouve pas d'arbres suffisamment grands pour reconstruire à l'identique. Donc il y aura forcément des techniques de construction contemporaines. Sur la reconstruction, Michel Savin, reconstruire dans les 5 ans, c'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron. C'est crédible? Écoutez, moi je pense que, je ne sais pas si c'est crédible, je pense que la première démarche est de faire un constat sur la situation du bâtiment, faire un état des lieux, faire des expertises, faire une évaluation des travaux à réaliser, rencontrer tous ceux qui vont être mobilisés sur cette reconstruction. C'est eux qui nous diront leur capacité de pouvoir reconstruire ou pas dans les 5 ans. Reconstruire à l'identique ou bien avec des matériaux de notre temps, des matériaux modernes. Tous les bâtiments ont toujours évolué au fil des siècles. Je pense qu'on ne pourra pas reconstruire avec les mêmes matériaux, ça c'est sûr. Moi je suis plutôt partisan qu'il y ait une reconstruction à l'identique en termes visuels, parce que c'est aussi le patrimoine historique de notre pays, avec peut-être des matériaux modernes, mais qu'à l'œil on ait la même vue qu'on avait il y a encore quelques semaines et quelques jours sur cette bel équipement qui est la cathédrale de Notre-Dame. Donc notamment avec la grande flèche au-dessus du toit. Vous avez vu cette autre polémique. Votre candidat aux européennes, le républicain François-Xavier Bellamy, a reproché au chef de l'État de ne pas avoir employé ou de ne pas avoir suffisamment fait référence au catholicisme quand il s'est adressé à la nation. Oui, parce que c'est quand même une cathédrale qui est un monument important au niveau cultuel, au niveau parisien. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un monument qui représente l'histoire de France, qui représente la culture de France, mais qui représente aussi, et bien sûr, l'Église de notre pays. Donc, il ne faut pas faire abstraction de ce lieu symbolique, mais aussi important pour tous les catholiques de Paris, mais de France, qui, chaque jour, vont se recueillir dans cette cathédrale. Alors, l'incendie de la cathédrale a aussi bouleversé le plan de communication cette semaine d'Emmanuel Macron. C'était la prétendue sortie du grand débat national. La crise des Gilets jaunes devait en grande partie marquer le pas cette semaine avec une expression du chef de l'État à la télévision lundi soir, une conférence de presse prévue mercredi. Et c'est ce week-end le 23e acte de la mobilisation des Gilets jaunes. Alors on connaît quelques-unes des mesures que Emmanuel Macron devait annoncer lundi dernier. Il y a eu des fuites en provenance de l'Élysée. J'aimerais avoir votre avis sur quelques-unes de ces annonces. D'abord, une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que trop d'impôts tue l'impôt et en plus, surtout, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol fiscal en France. Mais moi, au lieu d'annoncer une baisse d'impôts, ce qui m'intéresse aujourd'hui du président de la République, c'est de savoir vers où il veut nous emmener.
quel est aujourd'hui l'itinéraire qu'il veut tracer pour notre pays. Vous avez peur d'un grand catalogue sans mais si l'annonce, c'est-à-dire de baisser les impôts sans pouvoir répondre aux vraies interrogations de nos concitoyens sur l'aspect de la santé, sur l'aspect de la solidarité, sur l'aspect des retraites, sur l'aspect de la dépendance, c'est ça que j'attends, moi, du président de la République. Si c'est simplement pour nous expliquer qu'il va baisser les impôts sans répondre aux vraies interrogations des Français, bien sûr qu'il y a un ras-le-bol fiscal, mais c'est pas suffisant, le ras-le-bol fiscal. Aujourd'hui, tous les jours, on rencontre des concitoyens qui sont face à des problèmes de vie du quotidien. Et ça, c'est ça les réponses qu'il faut apporter. Et moi, j'attends du président de la République qu'il nous dise, voilà l'objectif, qu'il nous dise la vérité sur la situation du pays, qu'il dise aux Français la vérité, dans quelle situation budgétaire est le pays, quel est l'endettement du pays, quelle est la capacité financière du pays à pouvoir mener les grandes politiques. Et là, bien sûr que moi, je ne suis pas favorable à une augmentation de la fiscalité, mais de dire que je vais baisser les impôts sans apporter d'autres réponses, ce n'est pas suffisant. Bon, le constat, globalement, on le sait, et ce que réclament les Gilets jaunes et les Français qui les ont soutenus assez largement, en tout cas au début du mouvement, c'est de dire comment est-ce qu'on peut gagner en pouvoir d'achat. Oui, c'est sur le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas uniquement sur le pouvoir d'achat. Moi, tous les jours, on est sur le terrain avec mes collègues sénateurs. On voit bien nos concitoyens qui nous interpellent. Et lorsque vous regardez le cahier des doléances, c'est bien sûr le pouvoir d'achat, mais aussi c'est des vrais sujets de société que je vous ai dit. La situation de l'hôpital, la situation des médecins de campagne, c'est la situation des services publics, c'est la situation de l'école. C'est toutes ces grandes politiques sur lesquelles on attend des réponses. Bien sûr qu'il y a le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas uniquement le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est un des éléments de revendication des Gilets jaunes, mais ce n'est pas le seul. Alors, il y a effectivement parmi le catalogue de mesures la réindexation des petites retraites sur l'inflation. Petite retraite, c'est en dessous de 2 000 € dans le langage élyséen. Le référendum d'initiative citoyenne, alors ça avait été une des revendications. Alors, Emmanuel Macron semble assez enclin à accéder à cette demande, mais uniquement pour des référendums locaux. Oui. Donc il renvoie un peu, encore une fois, de plus la balle auprès des collectivités, et notamment les élus locaux de proximité que sont les maires. Juste une petite parenthèse sur la retraite. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on ait un discours de vérité. Si on veut assurer à nos retraités un montant de retraite décent, on ne pourra pas passer sans un débat sur la durée de travail. Il faut travailler plus. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille plus, qu'il faut allonger... On passe de 62 à 64. 64 ou 65 même. Il faut qu'on ait cette réalité-là. C'est pas populaire de dire ça, Michel Serres. Non, mais c'est pas populaire, mais d'être élu, c'est aussi d'être responsable. Face à une situation qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir maintenir et conserver un niveau de retraite qui soit compatible avec le pouvoir d'achat de nos retraités. Donc si on veut garantir ce pouvoir d'achat aux retraités, il faut aussi qu'on ait des ressources supplémentaires. Donc, on est plusieurs à préconiser. Alors, bien sûr que ce n'est pas populaire, bien sûr que certains, j'entends même, qui veulent encore baisser l'âge de départ à la retraite. Nous, on pense qu'il faut travailler plus, jusqu'à 64 ou 65 ans, pour qu'il y ait plus de cotisations pour assurer une retraite décente à nos concitoyens. Pour financer la dépendance, puisque vous en parlez, il a aussi été question de supprimer un jour férié. Attention, Jean-Pierre Raffarin l'avait fait en son temps. Oui, non, mais tout ça, c'est des annonces qui se succèdent sans qu'il y ait une cohérence. Moi, j'attends d'un président de la République qui nous amène, encore une fois, une vision et un itinéraire avec des objectifs. Quel est son projet? Comment il le finance? Où on doit faire des économies? Parce que, encore une fois, prendre des décisions, c'est faire des arbitrages. Sur la dépendance, c'est un sujet qui est majeur, qui est aujourd'hui important, mais qui va être de plus en plus dans les années qui viennent. On est tous conscients de ça, sauf qu'il n'y a aucune décision qui est prise. On sait, il faut arriver à mesurer le besoin d'aujourd'hui, mais surtout le besoin de demain, arriver à le chiffrer, combien ça va coûter, et après de savoir comment le financer. Encore une fois, je vais revenir vers une mesure qui a été prise par cette majorité, la suppression de la taxe d'habitation. C'est 20 milliards. Lorsque la mesure sera à 100% sur l'ensemble de nos concitoyens, que l'État devra trouver chaque année dans son budget pour rembourser les collectivités. Moi, je pense que ces 20 milliards chaque année auraient pu être ciblés sur les vraies politiques qui sont attendues aujourd'hui par nos concitoyens. Il y avait aujourd'hui cette somme qui aurait pu être fléchée sur des grandes politiques, au lieu de faire une mesure populiste, populaire, qui a été lancée par le président de la République au moment de la campagne des présidentielles. Et aujourd'hui, elle nous coûte déjà 4 ou 5 milliards. Ça va nous coûter 20 milliards lorsque 100% des Français ne paieront plus de taxe d'habitation. Parmi les mesures qui ont fuité, la suppression... Là aussi, ce n'est pas populaire de dire ça. Mais c'est courageux et réaliste.
Parmi les mesures qui ont fuité également, la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration, dont Emmanuel Macron est d'ailleurs sorti en 2004. Quoi, on met la tête de l'ENA au bout d'une pique? Oui, mais c'est un peu surprenant de la part d'un président de la République qui, depuis le début de son mandat, a géré son mandat avec tous les hauts fonctionnaires et avait mis de côté les élus, les syndicats et le pays avait été dirigé par un président de la République qui est issu de l'ENA avec des hauts fonctionnaires. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu, je trouve, un peu une annonce un peu démagogique. Et puis, il faut qu'on fasse attention. On a besoin de hauts fonctionnaires, de gens de haute qualité. Moi, je vois au Sénat, mais c'est vrai aussi à l'Assemblée nationale, on a des hauts fonctionnaires qui sont là pour travailler sur les textes, sur le fond, qui sont là aussi pour nous accompagner dans le travail législatif. Donc, ne jetons pas non plus tout ça d'un seul revers de manche. Et c'est important que l'ENA soit réformée, oui. Qu'il y ait une évolution de ces grandes écoles, oui, mais ne braquons pas uniquement pour faire plaisir à une partie de nos concitoyens, les hauts fonctionnaires. Vous évoquiez les territoires ruraux. Sur la décentralisation, Emmanuel Macron veut plus de fonctionnaires sur le terrain, avec davantage de responsabilités, et moins de fonctionnaires à Paris pour écrire des règlements et des textes. Très bien. On attend, on verra concrètement comment les choses vont se passer, mais c'est une mesure, moi, que je peux approuver, parce qu'on le voit aujourd'hui dans nos territoires, notamment dans les territoires ruraux de montagne, l'absence de personnel d'État dans certaines fonctions est criant et pénalisant pour ces territoires. Donc j'espère simplement que ça ne s'arrêtera pas à un effet d'annonce et que concrètement, on verra plus de représentants de services de l'État sur les territoires. C'est une mesure, moi, que j'appelle de mes voeux. Maintenant, à voir. Alors, on voit bien ces annonces qui devaient être faites lundi. Aujourd'hui, elles ne sont que des rumeurs. Alors, des rumeurs précises et vérifiées. Mais je le disais en introduction, est-ce que ce n'est pas finalement des ballons d'essai qui ont été envoyés par l'Élysée, comme ça, qui attendent voir comment on réagit à chacune de ces annonces et qui va ajuster, compléter ou revenir en arrière? J'espère pas. Donc, j'espère pas parce que la situation est très grave. On a une situation sociale qui est explosive. Et encore une fois, il ne faudrait pas qu'à l'issue de ces semaines et des semaines de contestation, de fragilité, de l'image qu'on a renvoyée au monde, l'image que la France a renvoyée dans le monde est catastrophique. Il ne faudrait pas que tout ça débouche sur des ballons d'essai. Il faut que le président de la République ait un discours de vérité sur la situation du pays, qu'il nous définisse pour lui, quels sont les grands enjeux du pays pour les 5 ou 10 ans qui viennent, comment il compte les mettre en place et avec quels moyens. Voilà ce qu'on attend d'un président de la République. Ça a trop tardé? Je pense qu'il n'avait pas mesuré l'exaspération des Français. Et je pense que là, on mesure aussi la difficulté d'avoir des élus, notamment des députés, qui sont un petit peu déconnectés du terrain. On a vu arriver un certain nombre de députés nouveaux. Il y a eu un renouvellement, il faut respecter la démocratie, le choix qui a été fait par les Français, mais qui avait fait ce choix d'être des élus, des députés qui représentent la nation, l'État, le gouvernement, et pas le territoire. Donc on a bien vu que cette déconnexion du territoire a pesé très lourd. Allez, on en vient au sport. Je le disais en introduction, c'est votre spécialité au Sénat. On vous présente d'ailleurs parfois comme un potentiel ministre des Sports, si la droite revenait au pouvoir. Aujourd'hui, la ministre, c'est l'ancienne championne de natation, Roxana Maracineanu. Elle a succédé à Laura Flessel. Un avis, elle s'en sort plutôt bien? J'ai de bons rapports avec elle. C'est compliqué pour elle. C'est compliqué parce qu'elle est dans une situation où elle a vu son budget baisser aussi bien en 2018 qu'en 2019. Et pourtant, au Sénat, nous avons tout fait pour essayer de garder le budget équivalent à celui de 2017 dans nos débats. Malheureusement, l'Assemblée nationale n'a pas suivi nos préconisations et donc elle a vu son budget baisser. Elle est dans une phase compliquée parce qu'avec la nouvelle agence et la nouvelle organisation du sport, on sent qu'il y a des tiraillements, des tensions entre le monde fédéral et le monde des collectivités territoriales, mais aussi avec l'État. L'agence qui devait être lancée fin 2018, qui devait être lancée début mars 2019, après au 2 avril 2019, et on nous annonce aujourd'hui fin avril peut-être. Donc on voit bien que tout ça, à 5 ans des Jeux Olympiques, est une situation qui est très compliquée pour elle. J'allais dire, oui, effectivement, à quelques années des Jeux Olympiques de Paris, c'est pas de très bon augure.
Non, c'est pas de très bon augure, mais puis surtout, c'est pas un signal positif qui est envoyé au monde sportif. Aujourd'hui, les fédérations, comme les athlètes, sont dans une période où ils doivent déjà commencer à se préparer pour ces grandes échéances sportives. Ils doivent dans un contexte où ils savent vers quoi ils peuvent aller, quels seront les moyens qui seront mis à disposition pour cette préparation. Et là, aujourd'hui, pour beaucoup, il n'y a pas de réponse. Et d'ailleurs, ces derniers jours, on a vu fleurir l'opération de destruction du sport français dans un courrier assez virulent. Un collectif de 1000 cadres d'État demande à la ministre de renoncer au projet qui consisterait à transférer leur gestion directement aux fédérations. C'est un détachement progressif qui va se faire. Donc, ces fonctionnaires aujourd'hui, qui sont des fonctionnaires d'État, passeraient du coup sous l'égide des fédérations. L'État promet quand même de compenser à l'euro près l'équivalent de leur traitement. Là aussi, je pense que autant certaines fédérations peuvent être en capacité de pouvoir gérer le transfert de ces personnels de l'État vers les fédérations. C'est les conseillers techniques, les DTN. Voilà. Ces personnels qui sont des personnels d'encadrement, qui font de la formation. Les grosses fédérations qui ont des moyens, qui sont structurées, pourront le faire. Donc il faut travailler avec elles. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis complètement bloqué sur cette position. Par contre, on sait aussi, parce que je les ai rencontrés, que beaucoup de petites fédérations sont dans l'incapacité de pouvoir absorber au sein de leur personnel, parce qu'on sait bien que le transfert à l'euro près se fait au moment où le transfert se fait, mais bon, la carrière se poursuit, il y a des évolutions qui se font, il y a des besoins nouveaux qui arrivent, et certaines petites fédérations, avec des faibles moyens, n'auront pas la capacité à pouvoir le gérer. Donc il ne faut pas qu'on ait un sport aussi à plusieurs vitesses, et c'est là où moi j'appelle la ministre à revoir sa copie, à rediscuter avec le monde olympique et le monde fédéral, pour regarder si tout ça ne peut pas se faire sur plusieurs étapes. Oui, les syndicats craignent notamment que ces fameuses compensations soient réelles aujourd'hui, mais qu'il n'y ait aucune assurance à l'avenir. C'est ce qu'on a connu avec les communes. Le transfert à l'euro près, il n'y a jamais eu d'évolution, il y a même eu des baisses. La ministre des Sports, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours sur la question de l'homophobie et du racisme dans les stades. Elle appelle tout simplement les arbitres à appliquer les règles qui existent, c'est-à-dire à stopper un match s'ils constatent des propos homophobes ou racistes dans les tribunes. Je la soutiens totalement. C'est pas un peu léger ? Aujourd'hui, la difficulté, c'est que je pense qu'il y a un gros travail de prévention à faire, d'information auprès des clubs de supporters, auprès de la jeunesse, mais ça peut travailler déjà au niveau de l'éducation, dans l'éducation nationale. Donc il y a une réponse directe, rapide à faire en direction des clubs, mais ça ne suffit pas. Vous avez raison. Donc il y a tout un travail de prévention à faire, d'information, et puis après de pénaliser ceux qui sont à l'origine de ces cris, de ces chants, qui sont irrespectueux et qu'on ne peut pas accepter dans un stade. L'apprentissage de la natation dès la maternelle, il y a une expérimentation qui a été lancée dans 2 ou 3 établissements de la capitale. La ministre a mis au point ce plan, un plan aisance aquatique pour permettre dès le plus jeune âge aux enfants d'aller à la piscine et d'apprendre à nager. On a un tel retard ? On a beaucoup de retard et moi ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'aujourd'hui, moi je le vois dans l'agglomération grenobloise, mais c'est vrai aussi parce qu'on a fait le même constat au niveau national, on ferme plus de piscines qu'on en ouvre. Ça coûte très cher. Oui, ça coûte cher, mais lorsque j'entends Madame la ministre, et c'est une discussion que j'avais eue avec elle au Sénat, c'est dit, Madame la ministre, il faut accompagner votre volonté qu'on partage de faire apprendre la natation à nos enfants par des moyens financiers. Parce que dans le même temps, on ne peut pas demander aux collectivités d'avoir des budgets qui ne dépassent pas 1,2% d'augmentation. On ne peut pas demander, dire aux communes, on ne vous donne plus de dotations, ou on vous diminue presque à zéro les dotations, et leur demander de mettre en place, parce que l'apprendre la natation, il faut après financer les maîtres nageurs. Qui va les prendre en charge? Ce n'est pas les enseignants qui vont apprendre à nager à des enfants, c'est bien des maîtres nageurs qui sont formés et qui ont les agréments pour encadrer ces enfants-là. Il faut des établissements, des piscines qui sont en capacité de recevoir ces écoles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que cette volonté qui est affichée aussi bien par la ministre des Sports que par le ministre de l'Éducation nationale soit accompagnée d'un vrai plan de soutien à l'investissement ou la rénovation des plans de piscine. Donc, vous dites oui avec l'objectif sur ce sujet encore, mais où sont les moyens? Exactement. Encore une fois, c'est une belle annonce qui est très sympathique, sur laquelle on peut tous être d'accord. Mais, encore une fois, il faut en donner les moyens aux collectivités.
en termes d'équipement, mais aussi en termes de fonctionnement, parce que, et on le sait, les maîtres nageurs, les éducateurs sportifs qu'on peut mettre à disposition des écoles, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, les collectivités ont des budgets qui sont très restreints. Il y a quelques jours, Michel Savin, vous avez fait 45 propositions pour développer le sport pour tous. C'est le fruit de 9 mois de travail avec plusieurs collègues sénateurs autour de 4 thèmes, le sport et la santé, le sport en entreprise, l'accessibilité du sport à tous et l'emploi, le bénévolat. Le sport aujourd'hui, il n'est pas accessible à tous ? L'idée, c'est de dire qu'il faut qu'on mette dans la tête de nos concitoyens que le sport, d'abord, c'est pas un investissement. Le sport, ça n'a pas un coût. Le sport, ça doit permettre d'améliorer, au contraire, la qualité de vie de nos concitoyens. Et ça part dès l'école. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a bien perçu que la pratique, pour certains, était presque une contrainte de faire du sport. Déjà à l'école, à partir d'un certain niveau, on se fait presque dispenser d'aller faire du sport. Après, on arrive au travail, les conditions dans certaines entreprises font qu'on ne peut plus pratiquer du sport. Et puis on arrive à un âge où on dit on ne va plus faire de sport. Le sport, c'est aussi la santé. Donc là, on veut, sur quoi se basent l'essentiel de nos 45 propositions, c'est de réapprendre à faire aux Français, à nos concitoyens, de faire de l'activité physique et sportive. Ça commence à l'école, ça passe aussi, bien sûr, au niveau de l'entreprise. On doit aider les entreprises à pouvoir développer des espaces où les salariés pourront aller faire du sport, mais ça va jusqu'à l'hôpital et à l'EHPAD. On a des établissements où des personnes sont en situation de fragilité, mais de faire un quart d'heure, 20 minutes d'activité, d'aller marcher, de monter un escalier, de faire quelques activités, ça permet d'avoir une meilleure hygiène de vie et surtout d'améliorer la qualité de la santé de nos concitoyens. Donc beaucoup de nos propositions sont sur le fait que les gens réapprennent à faire du sport et que le sport, ce soit quelque chose qui devienne normal. Qu'on aille à pied lorsqu'on peut se déplacer, à éviter de prendre son véhicule, de prendre son vélo. Voilà, c'est ça. C'est toutes des dispositions. Et d'activité physique. Voilà, c'est plutôt de l'activité, parce que le sport, tout de suite, c'est la compétition et autres. Et nous, on est plutôt sur des propositions qui tournent autour de l'activité physique et sportive. Alors, parmi vos propositions, on ne va pas égrener les 45, évidemment, mais j'en ai relevé 2 ou 3. Vous voulez notamment tester des remboursements par la sécurité sociale de dépenses d'activité physique et sportive sur ordonnance. Exactement. On a auditionné lors de nos travaux ce qui se fait déjà dans certaines régions, notamment sur la région de Strasbourg, où une 60aine de communes ont travaillé ensemble, et les médecins préconisent aujourd'hui, au moment de la consultation, des ordonnances dirigées sur l'activité physique et sportive. Cette région a mis en place dans ce territoire, ils ont mis en place un établissement qui accueille ces patients et qui met un programme d'activité physique selon la personne et selon surtout quelle est la maladie qu'il a. La pathologie, le cancer du sein, l'obésité et autres. Donc c'est toutes ces maladies qui sont ciblées, et on a trouvé très intéressant parce que on s'aperçoit que le constat qui est fait aujourd'hui par les médecins, c'est que bien sûr que ça a un coût la première année, mais sur la durée, il y a 2 effets bénéfiques. Le premier effet bénéfique, c'est au niveau de la santé. On s'aperçoit que les patients sont bien en meilleures conditions physiques et en meilleure santé. Et deuxièmement, sur 4 ou 5 ans, il y a un effet aussi économique. Le patient prend moins de médicaments et a moins de prescriptions. Donc, pour la sécurité sociale, c'est aussi un gain. Alors, pas sur la première année, parce que lorsqu'on a des débats avec nos collègues qui travaillent sur les budgets de la santé, ils sont sur un budget annuel. Et c'est vrai que la première année, c'est une charge supplémentaire. Mais lorsqu'on regarde à 4 ou 5 ans, c'est un bénéfice. Donc on veut aussi encourager les territoires à créer ces lieux. Parce qu'un médecin généraliste, si vous venez le voir que vous avez un problème d'obésité ou un problème cardiaque, qui veut vous prescrire l'activité physique et sportive, il faut qu'ils soient en capacité de vous dire allez dans tel endroit. Il y aura des personnels formés qui sont là pour vous accueillir et vous orienter. Dans ce rapport, vous préconisez aussi, et c'est important parce qu'on sait que le sport et les clubs sportifs en France reposent beaucoup sur les bénévoles, vous préconisez aussi un droit à l'absence de certains bénévoles, présidents, trésoriers ou secrétaires de clubs. Tout à fait. Tout le monde, tous les élus, qu'ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou locaux, met en avant le bénévolat. Parce que sans bénévoles, l'essentiel de nos associations ne pourrait pas fonctionner.
Et on sait qu'aujourd'hui, il existe des dispositifs pour les élus. Il existe un dispositif aussi pour les syndicats, de 9 à 12 jours pour certains de formation par an. Nous, ce qu'on préconise, c'est 1 jour par an. Pourquoi ce jour? C'est qu'aujourd'hui, il existe des formations pour les bénévoles. Mais les bénévoles, pour suivre ces formations, notamment ceux qui ont des responsabilités, les présidents, trésoriers, secrétaires, qui engagent leurs responsabilités, parce que certains présidents ou trésoriers sont à la tête d'associations qui gèrent plusieurs centaines de milliers d'euros, qui ont aussi du personnel, qui ont des salariés. Donc il y a une responsabilité importante. Et ces formations, certains peuvent suivre, ils le prennent soit sur leur jour de congé, soit sur les week-ends. Et ça, c'est encore plus pénalisant pour un bénévole. Donc, c'est un premier geste. Un jour... Oui, une journée, c'est symbolique. Une journée, c'est symbolique. Mais on sait bien qu'au niveau des entreprises, c'est une journée qui se rajoute à d'autres journées par rapport à d'autres personnels qui peuvent être absents. Mais c'est un signal fort qui est envoyé, et vous l'avez bien fait de le préciser, pour les bénévoles qui assument des responsabilités assez importante dans une association. Autre proposition que j'ai relevée, ce sera la dernière. Vous voulez permettre aux collectivités de financer des équipements sportifs de proximité sur le même mécanisme que celui qui est dédié à la culture, avec le 1% artistique. Tout à fait. Aujourd'hui, le 1% artistique existe. Une collectivité, un département, une région qui construit un grand équipement, un collège ou un lycée, lorsque l'État fait un hôpital, il existe le 1% artistique. Donc, ce 1% est dédié à une œuvre artistique qui est choisie par le département ou la région lorsque celui qui est à l'origine des travaux choisit un artiste pour faire une œuvre. La proposition qu'on fait, c'est de dire, c'est pas de mettre de côté ce 1% artistique, c'est de permettre à la collectivité de dire peut-être dans ce 1% artistique qui peut se monter à 300 ou 400 000 euros, selon le montant de chantier. Un collège ou un lycée, c'est minimum 30 à 40 millions d'euros. Donc 1%, c'est entre 300 et 400 000 euros. Peut dire, sur 1%, une partie pour aller encore à une œuvre culturelle, 200 000 ou 300 000, et puis peut-être mettre 100 000 sur des équipements de sport. Oui, un gymnase, une piscine. Non, on n'est pas sur les gymnases ou les piscines. C'est vraiment du petit matériel de proximité, des bars à côté dans un parc, c'est un petit équipement à côté d'un arrêt de bus, à proximité des écoles, voilà. Donc c'est du petit matériel qui est mis à disposition pour faire des activités physiques et sportives. Là aussi, ça permettrait aux collectivités de pouvoir développer la possibilité de faire ces activités physiques. On constate quand même sur ces questions-là qu'il y a une réelle différence entre les moyens qui sont mis sur le sport de haut niveau, le sport de compétition et le sport de loisir, le sport de proximité. C'est toute la difficulté des débats sur le sport. Dès qu'on aborde des sujets qui touchent le sport dans sa globalité, tout de suite, moi je vois l'essentiel de mes collègues, quelle que soit leur sensibilité politique, pour eux le sport c'est le foot, c'est les millions qui sont brassés. Et on a beau essayer, on essaye chaque fois de leur expliquer que le sport, c'est pas le PSG, c'est pas que ces grands clubs qui brassent des centaines de millions d'euros, c'est aussi des clubs de proximité sur les quartiers. Rappelez aussi qu'aujourd'hui, quasiment le sport est pratiqué à peu près à moitié. Moitié en club, au milieu fédéral, et moitié à titre individuel. Donc il y a bien une pratique qui est aujourd'hui en train de se développer. Certaines fédérations ont même commencé à travailler pour comment capter ce public qui ne vient plus dans les fédérations et dans les clubs parce qu'il y a des contraintes horaires, de calendrier et autres, et qui fait la pratique seule aujourd'hui dans certaines villes et quartiers. Donc comment capter ce public? Donc il y a une vraie évolution de la pratique du sport. Et vous avez tout à fait raison. Tout l'enjeu, c'est de me faire mesurer que le sport, c'est un problème aussi de santé, c'est un problème de cohésion sociale, c'est un problème de partage, c'est un problème de faire tomber les différences. Donc on voit bien que le sport a beaucoup de vertus et il faut se battre pour le développer. Et d'animation du territoire aussi. Et on en vient au territoire, Michel Savin, vous imaginez bien que je ne vais pas vous laisser partir sans vous interroger sur les municipales à Grenoble. C'est dans un an, on parle beaucoup ces derniers jours de réunions transpartis, certains ont dit des réunions secrètes pour ouvrir une alternative, une sorte de rassemblement autour du tout sauf Piolle et sauf Carignan. Ici même, Émilie Chalas pour La République En Marche et Marie-Josée Sala pour le Parti Socialiste nous ont dit participer à cette réflexion. Pour le rassemblement, c'est pas encore gagné. On écoute et vous réagissez.
La République En Marche ne s'en est jamais cachée. Nous-mêmes, députés de l'Isère, en discutons très régulièrement. Grenoble est un objectif, la métropole aussi. Nous devons absolument rassembler tout, j'allais dire, les regards politiques qui sont progressistes, pro-européens, humanistes, pour proposer une alternative qui est soit la continuité du déclin avec Éric Piolle, soit le retour au passé avec Alain Carignon. Alors évidemment, Michel Savin, chez LR, ça nous paraît beaucoup plus compliqué compte tenu des positions que LR prend aujourd'hui, que ce soit avec leur tête de liste aux européennes qui, moi, me retourne dans mes tripes parce que d'avoir quelqu'un qui, à titre personnel, est contre l'IVG, ça me pose quand même un vrai sujet, et que les Républicains aient choisi ce monsieur pour les représenter, ça me pose un sujet. Laurent Wauquiez, président des LR, ça me pose un sujet, un problème. Donc LR aujourd'hui, leur ligne, je trouve, est difficilement compatible avec ce qu'on va porter pour Grenoble. Non. À ce stade, non. Et avec le leadership représenté par Émilie Chalas, je ne pense pas. Mais je n'évoque qu'une position personnelle. Mes camarades, aujourd'hui, dans le parti auquel j'appartiens toujours, le Parti socialiste, mes camarades sont aussi, de ce point de vue, assez prudents. La position d'Émilie Chalas est une position de confort qui consiste à dire « je rassemble d'Alain Carignon jusqu'à Éric Piolle », embrassant ainsi une diversité de partis politiques, de mouvements, etc. C'est une position prudente. C'est aussi un discours plutôt accueillant. Bon, Michel Savin, on sait que vous travaillez à ce grand rassemblement des forces politiques. Avec qui? Visiblement, c'est mal barré. Non, c'est pas du tout mal barré, bien au contraire. Je pense qu'au contraire, si on voit s'agiter aujourd'hui quelques personnalités sur Grenoble, c'est que la démarche qui était enclenchée depuis plusieurs mois et que j'ai toujours annoncée, c'est pas une surprise pour personne. Ça fait plusieurs mois que j'ai annoncé qu'à titre personnel, je voulais travailler et que je travaillerais sur un rassemblement le plus large possible pour apporter une alternative et permettre un vrai débat politique pour Grenoblois, pour faire un vrai choix au moment des élections municipales. Mais avec qui? De où à où ce rassemblement? Aujourd'hui, on travaille avec toutes les personnalités qui ont qui ont un seul objectif. C'est pas je viens d'écouter Madame Chalas qui veut parler de Grenoble, mais qui nous parle de M. Bellamy, qui nous parle de M. Wauquiez. Moi, mon intérêt aujourd'hui, et je crois que l'intérêt des personnes avec lesquelles nous travaillons, c'est Grenoble. C'est le territoire, c'est la métropole. Quel projet? Est-ce qu'on partage le même constat? Oui. Est-ce qu'on a les mêmes objectifs par rapport à ce territoire? Pour l'essentiel, c'est oui. Donc, il y a un travail qui se fait, mais bien sûr que les choses ne vont pas se faire en un coup de baguette magique. Donc, il faut travailler, il faut encore dialoguer, il faut aussi trouver la bonne personnalité, parce que moi, ce que je préconise, et nous sommes plusieurs à préconiser ce positionnement, c'est que si on veut un rassemblement le plus large possible, il faut que celui ou celle qui sera à la tête de ce rassemblement soit quelqu'un qui soit en dehors des partis politiques. Ça ne peut pas être un LR, ça ne peut pas être quelqu'un d'En Marche, ça ne peut pas être quelqu'un qui est marqué au niveau du Parti socialiste ou un autre parti politique qui peut mener une campagne de rassemblement. Donc on voit bien que l'objectif, il n'est pas c'est un problème de personne. L'objectif, c'est le territoire, c'est la ville. Est-ce qu'on veut ou pas avoir un débat et un choix au moment des élections municipales? Vous me dites que ce n'est pas une question de personne, mais vous dites que c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir d'étiquette. Oui. Il y a déjà des personnes qui sont fléchées, vous avez déjà des portraits types. Je sais bien que vous n'allez pas me donner de nom, mais est-ce qu'il y a des portraits types? Bien sûr, il y a des personnalités aujourd'hui qui sont intéressées par ce projet. Et moi, depuis ces derniers jours, j'ai reçu beaucoup de messages de Grenoblois qui me disent continuez, parce que ce qu'on attend, c'est d'avoir une alternative et de pouvoir avoir un vrai débat. Mais cette personnalité, elle ne doit être dans aucun parti. Il ne faut pas qu'il y ait une élection par défaut et on dise, voilà, je vote contre quelqu'un. Et donc, moi, j'ai envie... Mais ce sera le cas si ce rassemblement n'aboutit pas. Vous le savez très bien que l'émiettement de l'échiquier politique local va favoriser certains candidats plus que d'autres. C'est la raison pour laquelle je travaille depuis des mois. C'est pas ces derniers jours. Je vois que les choses s'activent en ce moment. Il y a un petit peu une effervescence par rapport aux réunions qu'on fait. Mais ça fait des mois que je travaille sur ce projet de rassemblement. Ça fait des mois que j'ai toujours dit que ma volonté, à titre personnel, mais qui est partagée par une grande partie des membres de ma famille, c'est parce qu'on est bien conscient que si chacun part dans son couloir,
il n'y a pas de possibilité de pouvoir avoir une vraie alternative sur la ville de Grenoble. Donc voilà, les choses sont claires, elles sont précisées depuis des mois et des mois, donc ce n'est pas une surprise. Je continuerai à travailler jusqu'au résultat final. Et si ça n'aboutirait pas, on sera en capacité, je serai en capacité d'expliquer les raisons qui font que ça n'a pas abouti. Mais je crois encore que ça peut y arriver et j'ai confiance. Donc vous continuez ces fameuses réunions secrètes. Est-ce qu'Alain Carignon est invité? Est-ce que vous avez l'espoir de l'associer à ce grand rassemblement? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je respecte les démarches des uns et des autres. Alain Carignon, depuis des mois, a fait une démarche individuelle pour se présenter aux élections municipales de Grenoble. Je respecte son choix. Aujourd'hui, il a lancé une campagne. On travaille sur un autre schéma, mais chacun a sa ligne. Merci beaucoup Michel Savane d'avoir été l'invité du Récap Info. On se retrouve dans un instant dans le supplément, le bonus et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.